La vision, c'était de monter le premier salon virtuel de l'habitat. Tout ça n'est pas très légal. Ce fondateur est tout simplement à la tête de l'entreprise qui a eu la troisième plus grande croissance en France. Donc je vous prie non seulement de vous lever, mais d'ouvrir grandes vos oreilles, parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Tu as beaucoup de salariés, tu as beaucoup d'activités, donc merci d'être ici. Ouais, c'est moi qui vous remercie. Écoute, Yann, dis-nous un petit peu, donc rapidement, on va me présenter quelques slides dans un instant pour présenter l'entreprise, ce qui n'est pas facile toujours à expliquer. Moi j'ai eu du mal au début à comprendre. Donc l'entreprise s'appelle EP.fr, c'est ça, sur l'URL, c'est ça? Exactement. Et donc, avant cela, donc, déjà, est-ce que tu nous raconter un petit peu ce que toi tu fais? Et surtout, d'où tu viens? Qu'est-ce qui t'a amené dans l'entrepreneuriat à la base? Ouais, donc moi j'ai 36 ans, une petite fille, une ex-femme, une femme et un chat. J'ai 2 chats, je te bats, mais j'ai pas de fille. Non, mais je donnais la chaîne pour savoir qu'est-ce qui était le plus compliqué. Et du coup, j'ai un profil, je viens d'un milieu très modeste avec des parents artisans et ouvriers. Mon trip ultime, c'était d'être footballeur professionnel, mais ils n'ont pas voulu. Donc du coup, j'ai fait une école de commerce, jusqu'à remplacer, tu vois. J'ai fait ça à Caen, enfin, je suis normand. J'ai fait ça, j'ai travaillé à Paris, à Londres, et j'ai fait notamment mes 5 dernières années de consultant à Paris. Donc ça m'a emmené jusqu'en 2007. Et puis le déclencheur, et qu'est-ce qui m'a amené à l'entrepreneuriat? J'avais fait tout un tas de business depuis que j'avais 16 ans. Vendu du Tupperware, vendu des CD gravés, enfin bon, tout un tas d'activités. Okay, donc un vendeur dans l'âme. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis en 2007, je sais pas si vous vous rappelez, mais Grenelle de l'environnement, le film d'Al Gore, le climat change, etc. Et puis moi, je bossais pour EDF, donc c'était quand même plutôt... Enfin, j'étais consultant pour eux sur tout un tas de sujets. Et on parlait des 30 millions de logements à rénover en France, et la manière dont on en discutait à la fois dans les ministères, à la fois dans ces grandes tours, était pour moi très éloigné de comment ça se passait sur un chantier, puisque j'avais eu la chance d'en subir un certain nombre dans ma jeunesse avec mon père. Et donc voilà, et l'idée était de dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et quand on dit industrialiser, il faut monter, il faut de la technologie. Quand on dit que les gens vont investir 30 000 euros, il faut développer une expérience client, il faut développer un accompagnement, et il faut les accompagner sur la durée parce qu'on rénove jamais tout d'un coup. Donc voilà comment est né le projet Énergie Perspective. Donc je suis parti de Paris en me disant quitte à monter une boîte, autant la monter dans un endroit qui me plaît bien, et Nantes me plaisait bien. Donc je suis allé m'installer à Nantes avec 0 € et des idées. Et puis voilà comment s'est créée en fait l'histoire. Énergie Perspective. Et donc, c'est-à-dire 0 € en poche. Donc, comment tu démarres? Il y a beaucoup de gens qui se disent mais j'ai pas d'argent, comment je peux démarrer? Comment c'est possible? En fait, là, j'ai trouvé. Tu sais, c'est toujours quand tu montes ce genre de financement, c'est. Enfin, au début, c'était un tout petit financement, mais tu trouves 2 mecs que tu mets dans ton capital. Tu parlais de mentor tout à l'heure. J'ai pris un de mes anciens patrons qui était l'ancien directeur stratégique de chez Bull, qui a dit ok, je veux bien mettre 10%. Je lui ai dit tu sais, c'est 1 000 €, c'était un capital à 10 000 €, tu mets 1 000 €. Je trouvais un de mes potes qui est aujourd'hui un de mes associés. Je lui ai dit écoute, mets 2 000 €. Je suis allé emprunter à titre personnel à la banque un truc en disant je vais acheter une voiture, j'ai eu 7 000 €. Ça m'a fait 10 000. Je suis allé voir une autre banque à qui j'ai dit j'ai 10 000 en capital, donc ils m'en ont prêté 30. Et puis voilà. Tout ça n'est pas très légal. Mais en fait, on est vachement intelligent quand on n'a pas d'argent. Incroyable. Donc du coup, j'ai fait comme ça. Oui, j'avais pas d'argent. Waouh. Donc tu as réussi à avoir 30 000 de capital, tu as pu démarrer. Et donc, qu'est-ce que tu as fait avec ces 30 000 et comment ça a fonctionné? Donc déjà, quelle était la vision? Qu'est-ce que tu voyais? La vision, c'était de monter le premier salon virtuel de l'habitat. Donc tu étais un client particulier et tu arrivais sur un portail qui était vraiment sous forme de salon. Et le but, c'était que tu retrouvais toutes les informations nécessaires dans la meilleure gestion de ta maison. Si tu voulais la construire, trouver un artisan, trouver un fournisseur d'énergie, etc. Donc tu venais trouver tous tes trucs. Et puis on vendait des stands à des grands industriels, des énergéticiens, etc. Bon, en gros, on a galéré à faire ça pendant 2 ans. On n'a rien vendu, on a failli mourir 15 fois. Et jusqu'au moment où on s'est dit, bon, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut se remettre dans le contexte, en fait. Start-up en 2007... faire de l'offre grand public sur un portail internet avec de l'intermédiation, autant vous dire que déjà il y avait beaucoup de mots que le banquier ne comprenait pas et personne n'y croyait en fait, clairement.
Et les investisseurs en région, investir dans des startups, il y a quand même un mec qui m'a dit ouais, t'es en train de refaire les pages jaunes. Je suis là, ok, bon, laisse tomber, on oublie. Donc, du coup, tu te dis bah ça marche. Donc là, on n'est pas sur le bon chemin. Tu es capable de te remettre en question. Et on a fait venir des consultants en stratégie. C'est pas vrai, mais c'est pour l'histoire, ça. Et on s'est dit, ok, on fait pas du particulier, on a développé une plateforme qui est intelligente. Mais à l'époque, la plateforme, cette plateforme intelligente, on l'avait pas tout à fait développée. C'était un gros PowerPoint, mais hyper bien designé. Donc tu cliquais dedans, mais en fait, elle n'existait pas. Et on a trouvé un premier grand client à qui on l'a vendu en disant, par contre, il nous faut 4 mois d'intégration. Et donc là, on est passé en mode B2B. Donc on a vendu ça à des énergéticiens, une plateforme qui était super bien faite, qui répondait à son besoin, mais qui en fait était un PowerPoint. Et on a dit, ouais, il nous faut 4 mois d'intégration. Donc tu signes, et puis dans 4 mois, on te livre la plateforme. Et donc quand il a signé, il a fallu la développer. Donc on a développé ça. Et donc premier client, génial, on a commencé à toucher notre marché. Donc là, on est fin 2009. Et puis début 2010, un acteur français du bâtiment lance une offre, des concurrents m'appellent en disant est-ce que tu es capable de nous le faire ? Je dis oui, je vais te le faire, je suis en train de bosser dessus, on va devenir opérateur là-dessus. Et là on les a signés et on est passé de 50 000 euros de chiffre d'affaires à 10 millions d'euros en 4 ans. Quoi. Donc ça a été la grosse phase de croissance. On a monté un réseau de 12 000 artisans, on a accompagné 70 000 chantiers, enfin voilà, on a fait un gros job sur l'accompagnement des gens dans leur rénovation énergétique. On s'est versé des dividendes, enfin on était plutôt cool quoi. Donc là au niveau des banques, j'étais pas obligé de faire des trucs tordus. Les banques nous prêtaient de l'argent sans problème. Attends, donc juste qu'on revienne un petit peu, tu as dit qu'on est passé de 50 000 à 10 millions, juste avec un client ? Non, là, du coup, quand on en a eu un, boule de neige. on a signé plus de 100 distributeurs en 4 ans. Ça, on a celui-là, donc maintenant ils disent il l'a fait, donc je fais, donc voilà. Boule de neige. Et on est devenu la référence sur notre métier. Et du coup, on a signé tous ces gens de la distribution de matériaux en France. Excellent. Pour tous les indépendants. Quoi. Donc je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent mais en fait qu'est-ce que tu fais vraiment ? Parce que je sais qu'il y a l'habitat, le machin. Peut-être un peu expliquer. Je vais l'expliquer après parce qu'en fait tout ça on le fait plus. Tout ce que je viens de vous raconter. Qui est paumé maintenant. Essayez de suivre. C'était pour l'histoire. En fait, ce que je voulais vous raconter, c'est que fin 2014, mi-2014, fin 2014, donc voilà, on clôture, on fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est génial. Mais on se dit, ouais, ok, mais qu'est-ce qu'on fait en fait ? On va aller où ? On va faire quoi ? Moi, le truc qui roulait, il tournait. Moi, je m'occupe plutôt de l'innovation des services chez moi. Donc, moi, j'ai plus grand-chose à faire là en fait. Enfin, fondamentalement, ça m'intéresse plus. Et donc on s'est dit, voilà, soit de toute façon ce truc-là va plafonner, on a fait une belle croissance, mais on va plafonner. Soit on casse le modèle et on remonte plus en avant dans la chaîne de valeur. Et là, on peut aller chercher 100 millions ou beaucoup plus. Donc tu as un succès à 10 millions, tu es prêt à casser ton business model, de totalement le transformer. Ce qui sur le coup va coûter de l'argent, pas vrai, va coûter de l'argent, va beaucoup, le chiffre d'affaires. Plus que ce que je pensais. Mais ouais. C'est ça, mais en général, parce que heureusement qu'on est positif en tant que chef d'entreprise, si on ne fait jamais rien, pas vrai. Ouais, tout à fait. Ou inconscient. Inconscient, c'est ça. Ok, donc l'idée est carrément risquer le business model pour dire, parce que si je veux aller plus haut, je suis obligé de me transformer, quoi. Je suis obligé de changer les choses. Exactement. Et donc on a fait ça. Donc alors du coup, on l'a pas fait sans argent, parce qu'on savait que ça allait coûter quand même de l'argent. Donc on a été lever de l'argent auprès d'une mutuelle à qui on a présenté ce que je vais vous présenter là et ce qu'on fait aujourd'hui. On est passé de 10 millions à 3 millions. On est resté au même effectif, mais on a changé à peu près 70% des compétences. Parce qu'on passait d'une entreprise qui avait un peu de technologie, mais qui était déjà mature, à une entreprise ultra technologique sur la data. Et là où on avait beaucoup de conseillers au téléphone, de gens qui accompagnaient nos clients, qui faisaient de l'animation de réseau sur le terrain et tout, à Marseille, à Toulouse, à Montpellier. C'était beaucoup de terrain, c'était beaucoup de... Ah ouais, à la présence des artisans, etc. On a, tout ça, on l'a changé. Et notre boîte, avant, on avait 5-10% d'ingé. Aujourd'hui, c'est 60%. Et c'est plus du tout les mêmes compétences. Donc on a à peu près changé 70%. Enfin, on a changé. C'est pas qu'on a changé parce qu'on a licencié personne en fait, mais les gens se retrouvaient plus dans le projet, donc ils sont partis d'eux-mêmes et au fur et à mesure on a recruté dans l'autre sens d'autres types de profils qui sont arrivés pour ce que je vais vous présenter maintenant. Donc ouais, on a fait une boîte, mais on en a fait 3 dans la même. Je vois. Donc
Qui trouve ça par votre passage passionnant, qui vient d'apprendre quelque chose ici? Parfois, vous passez au niveau supérieur, c'est que vous devez totalement changer votre business model. Vous êtes capable de vous mettre à risque, vous dire, tu sais quoi, peut-être que là où je suis, c'est qu'il faut que je change mon offre, mon business model. Quand tu changes ton business model, tu changes tes résultats. Donc, qu'est-ce qui a vraiment changé? Qu'est-ce qui a amené, tu t'es dit, il faut que je change ça? Le plafond me gênait. En fait, il y avait deux options à l'époque. À l'époque, ouais, on était à 10, on allait finir peut-être à 15 ou 20, mais on était sur un marché réglementaire avec très peu d'acheteurs, donc une forte dépense. Si un jour tu perds un de tes clients, tout s'effondre. Enfin, et en plus, un marché réglementaire. Et on arrivait vraiment sur la réno énergétique et vraiment sur la fin des projets. Moi, je sais que la valeur, elle se crée toujours quand tu es le plus en amont possible de l'information. Anticiper, quoi. Anticiper. Donc, à partir de là, on s'est dit, bah, OK, on va changer ce modèle et revenir beaucoup plus en amont. En fait, revenir au projet de 2007. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est juste revenu au projet initial de 2007 sous une forme marketing différente, mais la proposition de valeur reste la même. La proposition de valeur serait simplement? C'est gérer sa maison de manière plus simple, plus économique et mieux valoriser sa maison. En gros, c'est ça la proposition de valeur. Moi, je suis un gros allergique de l'administratif et j'en suis à 2 maisons, 2 rénovations de maison, et les courriers, entre le moment où le courrier arrive dans la boîte aux lettres et le moment où il est ouvert, s'il est ouvert, il se passe un certain temps. Et donc, j'ai comme ça au passage. Merci. Et ça, c'est cool. Je suis pas le seul. C'est comme chez les alcooliques anonymes en fait. Après les administratophobes anonymes. Donc et moi mon rêve c'était juste de me dire attends, j'en ai marre de gérer ma maison. J'adore l'immobilier, j'adore rénover, mais il y a trop de contraintes, trop de complexité. Je voudrais que ma maison soit dans ma poche. Soit dans ma poche. Et c'est ça mon enjeu en fait. Et je veux savoir quand je visite un truc ou je vois une maison parce que je veux l'acheter ou je vis dedans, est-ce que je paye le bon prix? Est-ce que c'est un bon investissement? Est-ce que si je la revends dans 3 ans parce que je me sépare ou je décide de déménager, est-ce que je fais encore une bonne affaire? Est-ce qu'il faut que je loue? Est-ce qu'il faut que j'achète? En fait, toutes ces questions, on est obligé de devenir des pros de l'immobilier. J'ai lu plein de bouquins sur le sujet et en fait, je trouve toujours ça un peu nébuleux. Et c'était de me dire, moi, comment je crée un outil simple pour un particulier qui dit « Je veux vivre à Nantes pendant 5 ans, j'ai tant d'argent et je veux tel truc, est-ce que je dois acheter, louer? Si oui, dans quel quartier? Parce que je veux être à proximité des écoles à pied, donc où est-ce que je dois vivre? Et combien ça va me coûter? Avec quelle banque je dois bosser? Et quels artisans vont me faire les travaux? Et combien je la revendrai? Alors ça reste assez utopique de deviner le prix de l'immobilier dans 5 ans, mais est-ce que je fais une affaire dans laquelle au moins je ne perdrai pas d'argent? C'était ça mon sujet de base. Donc à la base c'était ça, donc c'était rien à voir avec l'énergie en quelque sorte. La rénovation énergétique fait partie de l'immobilier parce que dans 5 ans, si ta maison elle est pourrie d'un point de vue énergétique, tu la revendras plus. Ça c'est une évidence. D'accord, ok, donc c'est parti là-dessus. Donc d'où créer un outil carrément d'achat ou de location où les gens peuvent mesurer. Alors, au niveau de l'énergie, on met la partie énergie dedans. L'histoire et comment. Après, je vais vous présenter ce qu'on fait parce que là, ça va vous sembler nébuleux. On va faire ça, mais quand tu veux. L'histoire de ce que je vais vous présenter qui nous a amené sur ce nouveau projet est relativement simple. Ça fait 10 ans que j'essaie de vendre du conseil en rénovation énergétique. Enfin, du moins, j'en ai passé 8. Avec des distributeurs, avec des ristournes, des promotions de 249 € à 199 €. Et en fait, toute l'expérience qu'on a eue là-dessus, c'est que le seul prix qui est prêt à payer le client, c'est 0. Et tu fais putain, t'es mal. Parce qu'en France, le client ne paye pas le conseil à titre particulier et individuel. On serait aux États-Unis, t'es habitué à payer des conseils, des avocats, des machins, des trucs, pas de problème. Mais en France, c'est vachement compliqué. Donc, on s'est dit, bah attends, s'il veut pas payer, on va faire comme chez Leclerc avec sa douchette quand tu fais tes courses. On va lui faire remplir lui-même les informations sur un simulateur en ligne et ça nous créera un plan de rénovation. Belle réussite technique, sauf que remplir 70 questions sur l'épaisseur de tes murs et la résistance de tes fenêtres sur un site web, en fait, personnel. Tout le monde se barre en courant. C'est clair. Ça prend pas en 1 minute, ouais. Et l'idée est née d'un truc tout bête. On faisait ça pour un grand énergéticien. En plus, on prend le train et on jouait à un jeu qui s'appelle Akinator. Je sais pas si vous connaissez ce jeu. C'est un jeu tout bête où tu réfléchis à quelqu'un, Michael Jackson ou ta belle-mère, et le jeu va trouver... rien à voir entre les deux. Le petit génie, là, il va trouver en moins de 15 questions à qui tu pensais. Parce que c'est un gros arbre de décision qui est derrière. Et donc, je suis rentré au bureau, j'ai dit, les gars, je crois que j'ai trouvé. On va faire un gros projet de recherche et de développement à partir d'une simple adresse, je veux aller récupérer le plus d'informations possible sur une maison. Comme ça, l'utilisateur n'aura plus jamais
de questions à remplir, de réponses à remplir. Totalement inverse, ouais. Et on a embarqué en fait des ingénieurs là-dessus qui ne croyaient pas trop, le CSTB, enfin tout un truc. On s'est fait financer par BPI qui a dit ok, je finance l'innovation à 1,5 million d'euros. Du coup, on a trouvé un investisseur qui a dit ok, j'en mets 2. Et du coup, on a lancé ce projet, ce que je vais présenter. On a levé à peu près 6 millions d'euros au global pour monter ce que je vais vous montrer là. Voilà, donc l'histoire. On peut applaudir ça, c'est extraordinaire. Incroyable. Du coup, ouais, on va montrer ça. Génial. Regardez déjà la photo. Donc EP, c'est quoi? Ouais. Alors en fait, tout ce que je viens de vous raconter, c'est effectivement pourquoi nous on considère qu'on est une start-up avec de la paille dans les sabots. Ça, c'est notamment pour tous les gens qui habitent à Paris, tous les investisseurs disent une start-up à Nantes. Ouais, on est paysans, indépendants et bretons. C'est le premier truc. Et le deuxième point, c'est effectivement, on a testé les pantoufles, mais c'était trop confortable. C'est-à-dire qu'effectivement, faire de la marge et tout ça, c'était vachement bien, mais on a préféré se remettre en risque. Donc c'est pour ça qu'on est plutôt en mode actif. Ça, c'était pour la petite blague, le côté... Oui, immédiatement. Vous avez vu, quand je parlais de ça, c'est soit t'aimes, soit tu détestes, pas vrai? Et on discute dans la loge, vos clients, soit les gens ils partent en courant, soit ils vous adorent tout de suite et ils sont fans de la marque, pas vrai? Ouais, en général, on aime bien provoquer. La dernière fois qu'on avait fait ça, c'était dans une réunion dans un environnement mutualiste, donc très laïque. Et quand ils ont mis de l'argent chez nous, on leur a mis en grand écran devant leurs 300 cadres un imam qui faisait un bisou à un pape. Je suis pas sûr qu'ils aient tous aimé. J'ai pas eu le débrief total. Ça passe pas partout. Mais c'était le bon moment, parce que la conjoncture internationale était propice. Du coup, effectivement, nous aujourd'hui, on est une quarantaine avec 4 grands un peu timbrés, évidemment. C'est plus drôle. C'est une vraie photo, hein. C'est votre vraie équipe, ça. Hein. Oui, on a stoppé le tram pour pouvoir courir sur une voie de tram devant nos bureaux. Bon, il a rien dit. C'était la photo sur leur site, je me suis dit, ok, bon, ça c'est la personne qu'on va inviter parce que ça me plaît, c'est différent. Et donc, effectivement, on a 4 grandes... on fait vivre des gens très différents entre eux, à la fois des gens spécialistes de la data, donc très informatiques, etc., des gens du bâtiment, de l'énergie, et les grands créatifs du design, qui font les super designs de parcours, etc. Donc ça, on considère qu'on est au croisement de la transition écologique, dont vous entendez parler depuis longtemps, et de la transition numérique, parce qu'on utilise en fait ces deux leviers pour créer nos outils. Le combat, il est simple, c'est une maison plus simple, plus économique et mieux valorisée. On a longtemps dit plus durable, parce que c'était dans notre ADN. C'est pour ça qu'avant on s'appelait Énergie Perspective, maintenant on s'appelle EP. Et en fait, on s'est rendu compte juste d'un truc, c'est que la plupart des clients grand public, l'écologie c'est bien, mais en fait ça arrive loin derrière l'argent. Bizarre, mais... Ça m'étonne pas. On a mis longtemps à le comprendre aussi, ça. Ouais. Et du coup, on base un truc, en fait, les fondements de notre pensée, c'est que à partir du moment où tu as de la connaissance, tu génères de la confiance. Et à partir du moment où tu as confiance, tu peux créer de l'engagement. Et ça... un peu plus précis là-dessus. En fait, je vais te donner un exemple très concret. Je vais te donner l'exemple du garagiste. Moi, si je vais chez le garagiste, je ne connais rien en voiture. À peu près, je sais l'utiliser, mais je ne sais pas du tout la réparer. Comment la réparer. Et donc, si je amène ma bagnole à un garagiste et qu'il me fait un devis, ma première réaction, en tout cas la première réaction que j'avais avant d'intégrer cette philosophie, c'était de savoir où est-ce qu'il était en train d'essayer de m'arnaquer. Parce que j'ai toujours entendu dire ça, que les garagistes, ouais, attends, ils te changent un truc, en fait, t'avais pas besoin. Là. Puis j'avais un père qui savait réparer les bagnoles, donc pour lui, c'était clair, les mecs t'arnaquaient toujours. Ok, attends. Et en gros, dans le bâtiment, on a le même problème. Quand tu reçois un devis d'un artisan, tu te dis, est-ce que je paye le bon prix ? Où est l'arnaque ? Où est l'arnaque ? Est-ce que le mec est compétent ? Est-ce que je paye le bon prix, etc. Donc nous, on s'est dit, ok, et dans l'immobilier, t'as quand même un peu le même sentiment. En fait, sur pas mal de marchés, dans des marchés grand public, vu que tu sais pas exactement ce que tu achètes, acheter une maison, tu en achètes. Si déjà tu en achètes une, tu vas en acheter peut-être 1, 2, 3, 4, 5 dans ta vie, tu vois. Et en fait, il faut que tu deviennes un expert
tout de suite d'un coup du marché immobilier, des bons prix, des dernières transactions, de savoir s'il y a un vrai marché, etc. Bah non, tu peux pas devenir expert à chaque fois. Donc, notre philosophie est la suivante. On a, nous, énormément de data. Pourquoi ? Parce que quand on s'est dit, pour faire du conseil en rénovation énergétique, on va aller scanner l'ensemble de la France. Parce que je me suis rendu compte que mon père me racontait une grosse connerie depuis que j'étais petit. Il me disait toujours, je suis obligé à chaque fois de faire des devis et de me déplacer. Parce que je disais, mais pourquoi tu te déplaces pas, le mec il veut changer une chaudière, tu lui envoies un truc. Enfin, tu fais un chiffrage à distance et tu lui envoies. Il me dit, non, à chaque fois c'est différent. Toutes les maisons sont différentes. Ce qui est complètement faux. En fait, en France, il y a 300 grands modèles de maisons en fonction de l'époque de construction, de la zone de construction et du procédé de construction. Donc à partir de là, tu te dis, ok, moi je suis pas ingénieur, mais j'ai beaucoup bossé avec des ingénieurs. Je me dis, bah attends, à partir du moment où tu as un nombre fini, ça veut dire que tu peux faire des modèles. Donc si tu peux faire des modèles, tu peux industrialiser. Yes. Et donc on a fait ça. Et on a modélisé tout le parc français. Et après, on s'est dit, bah ok, bah, une fois que j'ai l'adresse, que j'ai le modèle, j'ai plus besoin de reprendre toutes les informations, parce que je sais que si c'est de l'agglo de 20 et que ça a été construit en 85, ils auront mis une isolation de 15 parce que c'était la norme thermique de l'époque, et de toute façon, rassure-toi, ils en mettent jamais plus. Donc t'es pas embêté avec ça. Excellent. Et donc du coup, on s'est dit, ok, on a toute cette connaissance et on a parcouru toute la France. Donc aujourd'hui, si tu me donnes ton adresse, peut-être pas, j'ai pas encore la Suisse, mais on va y venir. Si tu me donnes une adresse en France, je vais récupérer jusqu'à 800 informations qui vont me permettre de te délivrer déjà un conseil direct. Donc, ça c'est rapide, c'est immédiat. Ça c'est du live, ouais. Wow. Ça c'est du live. Et donc aujourd'hui, notre sujet est de dire pourquoi on parle de connaissance, c'est cette connaissance, on va la rendre aux particuliers. Donc avant de faire déplacer un artisan, je te donne un exemple concret derrière ça, c'est au lieu de faire déplacer un artisan pour qu'il te donne un chiffrage, moi tu viens sur mon site, tu dis ok, je veux refaire ma façade, bah, nous on va te dire ok, tu as 125 mètres carrés de façade sur l'ensemble de ta maison, le prix de la peinture de façade, je dis n'importe quoi, hein, c'est 30 € du mètre carré. Donc tu vas en avoir pour à peu près, entre 3 000 et 5 000 €. Déjà avant de faire déplacer un mec, est-ce que tu as le budget ou est-ce que tu n'as pas le budget ? Si tu n'as pas le budget, ça sert à rien de faire déplacer un professionnel. Il a autre chose à faire. Tu as un temps énorme, tu tries. Bah ouais, et eux, ils ont l'information gratuite en plus. Le professionnel, quand tu prends un professionnel du bâtiment, je voyais mon père, il se déplaçait, il signait un devis sur 20. Parce que déjà il ne les relançait jamais, parce que relancer un devis c'est pénible, le client il devrait appeler tout de suite envoyer un chèque. Et 2, parce qu'il faisait de l'information plutôt que de la vente, puisque les gens ont besoin de s'informer avant de pouvoir s'engager. Donc on crée de la connaissance, on délivre cette connaissance à des utilisateurs. À partir de là, on remet le professionnel particulier sur un point, pas tout à fait d'égalité, mais on rééquilibre le rapport de force dans la connaissance d'un chantier ou d'un projet immobilier ou d'un plan de financement. Et à partir de là, ils peuvent discuter de l'essentiel et commencer à rentrer dans une relation commerciale. Mais s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de relation commerciale. Donc nous, on produit de la connaissance pour la délivrer aux particuliers et aux professionnels pour qu'ensuite ils peuvent générer une relation de confiance. Et donc, c'est que tu mets en relation les professionnels et les particuliers. Et là, je me rémunère. Okay. En gros, c'est le Uber de... En gros, on va dire... C'est pareil, sauf qu'on n'achète pas encore les travaux à l'aveugle sur Internet. Mais oui, c'est... ça, en gros, tu mets en relation les professionnels, etc. Exactement. Donc, on a une grosse plateforme technologique avec une place de marché sur laquelle tout le monde peut venir interagir, vendre ou acheter autour de l'habitat. Excellent. Et c'est pas discret, vous rémunérez à combien ? T'es pas obligé de le dire, mais... si, on se rémunère, suivant les sujets, entre 1 et 5% en moyenne. Okay. En moyenne, ça coûte entre 1 et 5%. Mais c'est sur les activités du professionnel. C'est le professionnel qui me paye, parce que je lui fais des gains opérationnels et des gains commerciaux. Est-ce qu'ils payent en amont ou est-ce que vous leur faites confiance tout simplement ? Alors, au début, on a fait confiance. Et après, plus. On a fait confiance, mais en fait, il y a le premier truc, je me dis, attends, c'est pas possible. Par rapport au nombre de trucs qu'on leur envoie, le taux de transformation qu'on a, il y a un truc bizarre. Les mecs, ils nous la font à l'envers. Donc on fait des enquêtes, etc. Et on s'est rendu compte de 2 choses en faisant des enquêtes. La première, c'est oui, il y en a certains qui t'en fument, ça c'est sûr. Mais nous, on a pour principe de ne pas faire des règles. Moi, je pars du principe que souvent, les règles, elles sont faites pour les cons. Donc en fait, si à chaque fois qu'un mec est con, tu fais une règle, bah, tu te retrouves avec... Ça, en France, on est fort avec ça. Tu te retrouves avec des règles comme ça. Donc moi, je préfère ne pas faire de règles pour les cons. Donc on s'est dit, pas de règles. Et en fait, on s'est rendu compte d'un autre truc, c'est que les professionnels, vu qu'on les faisait payer que s'ils gagnaient, bah, ils considéraient que l'information commerciale qu'on leur amenait n'avait pas de valeur. Limite, ils nous rendaient service à se déplacer chez le client.
Là, tu fais, ouais, attends, mec, t'as pas compris. Non, c'est quand même moi qui t'amène une information pour que tu fasses mieux tes affaires. Donc maintenant, on s'est recalé sur un principe de marché. Aujourd'hui, ils sont habitués à acheter une information commerciale, donc ils la payent en amont. Et il la paye en amont. Et par contre, mais un petit peu, juste pour les engager, et s'ils signent le chantier, en fonction de la valeur, on vient reprendre une petite commission supplémentaire par la suite. Ok. Mais j'aurais préféré qu'ils me payent que s'ils transformaient, mais ils sont pas câblés comme ça pour l'instant. Donc tu as dû t'adapter, donc constamment, constamment il a dû tester, adapter, on change constamment tout le temps. changer. Ok, on voit, ça marche pas, je fais autre chose, ça marche. On change tout le temps. Et du coup, la valeur, si je peux reprendre, parce que j'ai rien respecté de ce que je voulais vous dire. C'est cool, c'est là. On change tout le temps, on s'adapte, c'est l'agilité. Donc ouais, et cette information, le but, c'est qu'on la délivre à tout le monde. C'est ça que je veux expliquer grâce à tout l'écosystème. C'est base de données. C'est qu'un particulier qui déménage, qui met sa maison en vente. Aujourd'hui, par exemple, quand vous allez sur Se Loger, vous voyez les maisons en vente, mais vous n'avez jamais l'adresse. Nous, avec nos algorithmes, on est capable, si on prend l'annonce, de savoir où est cette maison. Puisqu'il y a toutes les informations dans l'annonce, donc on est capable de retrouver là ou les 2-3 adresses où est cette baraque. J'ai voulu vendre ça aux agents immobiliers, ils m'ont dit non, t'es malade ou quoi? Si tu lances ça, non, ne lance pas ça. Je dis pourquoi? Parce que tout le monde va. S'il me dit, si je te vends l'information de tes concurrents, il me dit ouais, mais si tu me vends l'information de mes concurrents, ça veut dire que tu vas vendre mes informations à mes concurrents. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc on est en train d'essayer de trouver une autre manière, mais ce que je veux dire, c'est que cette information de quelqu'un qui va vendre sa maison, elle intéresse un agent immobilier, un acquéreur, un banquier, l'ancien assureur du client qui déménage parce qu'il peut perdre son client, l'ancien fournisseur de l'énergie du mec qui déménage parce qu'il peut perdre son client. Et donc, cette information, elle est utile à tout le monde. Et donc, nous, notre objectif, c'est de produire cette connaissance. Et si le client est d'accord, qu'on la donne aux bonnes personnes pour qu'ils viennent lui délivrer un service. Et eux vont l'acheter. Et eux vont l'acheter. C'est purement de la base de données. Ouais, mais que sur volonté du client particulier qui nous a délivré cette information. C'est-à-dire qu'elle lui appartient. Et donc on est là juste pour lui délivrer un service. On n'est pas là pour exploiter de la donnée. Bien sûr. On est zéro publicité. On ne vend pas de publicité, par exemple. Jamais. On ne vend pas de données, on ne vend pas de publicité. Donc ça, c'est notre idée, c'est ce qu'on fait. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, sur la base d'une adresse, on récupère la valeur immobilière, les projets, les usages, les coûts d'usage, la parcelle. On est capable, on avait fait ça pour un petit salon, par rapport à votre maison, on a développé un algo pour savoir quel était le meilleur endroit dans le jardin pour positionner votre barbecue, pour qu'il ait la meilleure exposition solaire. Enfin, ça déconne. On fait des trucs hyper... Waouh. Tu sais, les développeurs sont drôles, quoi. Donc, on avait appelé ça l'optimisation de la merguez. Où est-ce que tu places ton truc? On l'avait fait juste pour le Seigneur, maintenant on le fait pour la piscine, c'est quand même plus utile, quoi. Barbecue, tu mets des roulettes, c'est plus facile. Et du coup, pour vous présenter à quoi ça ressemble en termes d'esprit... Donc ça, c'est effectivement donc notre métier, c'est aujourd'hui une plateforme de home management. Alors le home management, tout en vous dire que ça parle à personne, mais c'est pas un terme pour les particuliers, mais c'est bien ça. Notre objectif, c'est de permettre à quelqu'un qui rentre dans une maison de l'accompagner sur toute sa durée de vie dans cette maison jusqu'à temps qu'il en parte. On va stocker ses documents, l'aider à améliorer, à réduire ses factures, à optimiser son bien, etc. Donne-nous un exemple. Et en vidéo. Quand tu parles Je suis chez moi et je fais ce que je veux. Eh ben pas vraiment en fait. Une maison c'est sympa, mais c'est du boulot. Entre le choix des professionnels pour les travaux, la déco, l'entretien, les factures, je me sens souvent un peu perdu. Lassés de marcher sur la tête, 3 entrepreneurs ont eu l'idée géniale de créer une solution indépendante, intelligente et collaborative pour remettre la maison dans le bon sens. Cette solution, c'est EasyGlue. Alors, pour remettre ma maison dans le bon sens, rien de plus simple, je tape mon adresse sur EasyGlue, et là, waouh! J'ai accès à des informations inédites que moi-même j'ignorais sur mon quartier. Et même sur ma maison. EasyGlue analyse instantanément tous les points d'amélioration et me propose un programme personnalisé pour reprendre le contrôle de ma maison. Grâce à EasyGlue, je paie mon énergie au bon prix, j'ai accès à une communauté de pros sélectionnés pour leur excellence et la justesse des prix pratiqués. Quand je fais des travaux ou que je déménage, mon conseiller EasyGlue m'éclaire tout au long du projet. Il m'aide à faire les meilleurs choix et à aborder mon projet avec malice. EasyGlue, c'est également la technologie dans le bon sens. Mon passeport Habitat retrace ma vie dans la maison à la manière d'un carnet de santé. Je reprends enfin le contrôle sur mes données.
Ah, j'oubliais. Sur EasyGlue, je ne suis pas le produit. Le service est transparent et sécurisé. Et j'ai la garantie que mes données ne seront pas revendues. Résultat, ma maison est dans le bon sens. En plus de ça, je suis devenu un acteur moteur d'une ville intelligente et collaborative avec des solutions produites en local. Bref, EasyGlue me permet d'avoir une maison plus simple. Et quand la maison est simple, la vie est belle. Et quand la vie est belle, je suis chez moi et je fais ce que je veux. Vous aussi, vous voulez accéder à toutes les informations disponibles sur votre maison pour commencer une nouvelle vie, pleine de bon sens ? Une seule adresse, easyglue.com. Je veux dire, pour ça, excellent. Et tu vois, derrière ça, l'idée, c'est quoi ? C'est moi, je considère que la maison, c'est notre dernier espace de liberté. Et donc, faut que quand tu rentres chez toi, la maison soit simple. Ouais. Et en fait, c'est ça le point de départ. C'est le seul endroit où on va pas te mettre des feux rouges ou des feux verts. À un moment donné, sur la transition énergétique, les énergéticiens étaient là, ouais, mais on va mettre un petit boîtier dans les maisons avec un feu rouge et un feu vert. Et en gros, si la personne consomme trop d'énergie, on lui mettra le feu rouge. Et si elle consomme moins d'énergie que la moyenne par rapport à sa maison, on va lui mettre un feu vert. T'es là, mais mec, mais ça va, tu me fais déjà des alcotesses sur la route. Tu me fais donc, les feux rouges et les feux verts dans ma maison, t'oublies. Par contre, si on t'aide effectivement de manière, sans que tu le sentes, à ce que ta maison soit plus économe, etc., mais sans avoir à en faire l'effort, typiquement dire... Pas stresser constamment. Ben voilà, faut que ce soit induit. Mais c'est comme dans la gestion de ta boîte. C'est comme les mecs qui sont chiants toute l'année dans leur entreprise. Et puis ils font un séminaire annuel et ils disent ouais, là on va être cool, le patron il va être cool. Non, ça marche pas comme ça en fait. Tu peux pas être chiant toute l'année et cool 2 jours. Soit t'es cool, soit t'es chiant. Mais en fait, ça marche pas. Pas cool, c'est une manière de parler. Hein. Excusez-moi, c'est juste pour l'esprit. Mais donc c'est exactement ça. Donc il faut être, faut qu'il y ait de la constance, faut que ce soit toujours dans la même logique. Et on sait que c'est des sujets, nous, les sujets de la maison, ça, c'est sur des temps longs. Donc on va accompagner les gens sur la durée. Mais on est au début de l'aventure. Hein. C'est pour ça qu'on dit ça avec... on a accompagné quelques dizaines de milliers de chantiers. On a aujourd'hui sur cette nouvelle plateforme 20 000 membres. Le but, c'est d'être à 1 million dans 3 ans. Mais on n'est qu'au tout début. Et on essaye de faire comprendre ce nouveau modèle sur un nouveau marché pour la 3e fois de suite. Voilà. En tout cas, on peut applaudir pour ça. C'est top. On voit ton idée qui voit que juste brillant, il faut arriver à y penser à ce truc-là. Donc ça c'est déjà top, donc tu as identifié un problème, tu connaissais ça, tu as pu transformer, tu as mis la technologie derrière, extraordinaire. Maintenant je vois un peu qu'on rentre un petit peu dans les... Parce que tout ça c'est possible parce que tu as une équipe derrière, parce que tu as une vision. Oui. Donc parle-nous un petit peu, donc tu as dit que tu avais des personnes qui sont remplacées, tu disais quelque chose dans la loge qui était intéressant, c'est est-ce que tu recrutes sur les valeurs aussi ? Qu'est-ce que tu tolères pas chez toi ? Qu'est-ce que tu tolères ? Qu'est-ce que tu veux voir chez tes collaborateurs ? Après, alors, nous, on recrute vraiment 2 types de gens aujourd'hui. Tu as vraiment, j'en parlais à la table ce midi, des profils tech, donc des développeurs, des spécialistes de la data, etc. Ces mecs-là, ils reçoivent, même quand ils sont embauchés chez moi, ils reçoivent 3 propositions de job par mois. Donc, tu as plusieurs manières t'as plusieurs manières d'agir. Soit tu payes toujours plus tout le monde, ce qui n'est pas du tout ma philosophie. Ouais. Nous, on se met au prix de marché, les prix normaux. Donc ça, c'est le premier thème. Donc c'est comment, pour nous, sans être payé, tu recrutes, comment tu crées une culture d'entreprise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est nous-mêmes, moi avec mon associé, des associés, on passe pas mal de temps au boulot, quoi. Donc sans faire des horaires de malade, hein, mais on passe quand même, comme tous, la plupart de notre temps au travail quand même. Donc, on se crée des environnements sympas. Ça, c'est le premier truc. C'est les bureaux doivent être cool, etc. Doivent être agréables. Donc, nous, notre sujet, c'est que cette culture d'entreprise et comment on intègre les gens et comment on va les rechercher, c'est le projet. C'est qu'est-ce qu'on a à leur vendre. On a la chance d'avoir un projet, d'avoir construit un projet qui est attractif parce que l'écologie, ça attire du monde, parce que la maison, ça parle à tout le monde, parce que
Alors ça, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Parce que les technologies qu'on a utilisées dans notre plateforme attirent les développeurs, parce que comme ça, ils pourront l'avoir sur leur CV. C'était pas fait exprès, hein, mais... Intéressant. Non, mais aujourd'hui, les mecs postulent chez nous, pour la technologie. Ouais. Je parle des développeurs. Et ensuite, la vision. Et on arrive à les payer moins cher que là où ils étaient en poste. Mais parce qu'il y a la technologie, que la vision et que la boîte, l'image de la boîte leur plaît. Et puis que régionalement, on commence à être connu régionalement, donc du coup... Donc ça confirme que l'argent n'est pas le seul motivateur, qu'il y a la culture, il y a la manière dont ils traitent, l'ambiance qu'il y a, la technologie, il y a d'autres choses qu'on peut ajouter que juste ce salaire. Exactement. Et par contre, il faut la gratification qu'on doit leur donner quand les mecs sont bons, boss, etc. Il faut aussi, en revanche, l'avoir toujours avant qu'ils te le demandent. Quand ils te le demandent, c'est qu'ils sont déjà partis, en fait. Donc anticiper. Ouais. Ou alors ils te saignent. Donc, je blague pour ça, mais ouais, on a des mecs. On a un gars qu'on paye qui a 28 ans, on le paye 80 000 €. Il a une propale d'une banque avec des bonus à 140. Alors là, tu fais attends, mais moi je sais pas jouer. Là. Enfin, tu vois. Ouais. Mais il est resté. Waouh. Et pourquoi il est resté alors? Parce qu'on l'associe dans le projet, parce que c'est un mec avec qui on a une super relation, qu'il est bon et qui dit j'ai pas terminé ce pourquoi je suis arrivé il y a 2 ans. On n'est pas encore au bout de ce qu'on doit prouver. Donc c'est approprié le projet, il sent qu'il c'est autant son projet que le même. Ouais. Tu vois, on discute, il fait des choix sur les trucs. On fait des choix ensemble, mais il est partie prenante. Parce que t'auras pas dans un grand groupe forcément, qui sera peut-être un peu plus éclaté. Là, t'as des mecs qui ils prennent leurs décisions, s'exprimer, et c'est eux qui créent le projet et qui créent le produit. C'est vachement compliqué de discuter avec quelqu'un, il dit ouais, là je vais mettre 3 jours. Ouais, s'il met 3 jours, 5 ou 1, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas juger de la capacité à développer du code et la rapidité. Je suis obligé de faire confiance. Et la confiance, voilà. Donc on fonctionne dans une entreprise avec beaucoup de confiance. Ça n'exclut pas du tout le contrôle. Yes. Parce qu'on a des objectifs, des timings, on fonctionne avec tous les 15 jours une démo de ce qui a été produit les 15 jours avant, comme ça l'ensemble de l'entreprise voit ce que l'on développe, à la fois les techs voient ce que a fait le marketing ou le commerce, et puis le commerce voit ce qu'est en train de faire la technique, parce que sinon tu peux vite être sur 2 mondes opposés, donc tu es obligé de créer vachement de liens là-dessus, donc voilà, on est... les objectifs le lundi, le résultat le vendredi, et puis on regarde comment ça marche, quoi. Et puis des fois on se plante, et puis des fois on réussit, des fois on peut vite. Excellent. Donc qui trouve ça passionnant cette discussion-là? Ok, donc j'ai l'impression aussi, c'est vraiment ton site, tu fais confiance, tu te mets je sens que tu n'es vraiment pas en train d'essayer de leur dire tout ce qu'ils doivent faire, tu n'essaies pas de contrôler tout le bordel, tu es en train de te dire, je fais confiance et tu leur donnes des objectifs à atteindre, tu les laisses s'approprier. Tu avais mentionné quelque chose avec la cuisine, je trouvais ça très intéressant. C'est la cuisine, c'est ça? Ouais, typiquement quand on a emménagé dans nos derniers locaux, les locaux étaient très austères, quoi. C'était très, très austère. On s'est dit, ok, il faut qu'on réaménage tout ça. Et la cuisine, il y a un petit groupe de personnes qui nous voir en disant, nous on va la faire la cuisine, parce que c'est là où on passe le plus de temps. Enfin, on passe le plus de temps. Donc là, on y passe du temps le midi. Pas beaucoup de temps au bureau en tout cas. Ouais, voilà. Et du coup, ils nous ont dit, filez-nous un budget et nous on va la faire. Et donc on leur a filé un budget, ils se sont débrouillés, ils sont allés chiner des meubles, ils ont trouvé un mec pour monter une cuisine, ils l'ont décoré, etc. Et toutes les boîtes qui viennent chez nous voir, elles sont là, putain, elle est vachement cool votre cuisine. Qu'est-ce qui vous a fait ça? C'est Cécile, le contrôle de gestion. Tu vois, et ça nous a pas coûté cher. Et en plus, ils se sont appropriés, quoi, aussi, ça. Mais ouais, et c'est leur cuisine, ce que tu disais. Exactement. Nous, on n'est pas là pour... moi, en tout cas, je manage. J'ai un associé qui est le DG. Moi, je m'occupe pas du tout de manager les équipes. En revanche, je travaille avec les équipes à tous les étages. C'est-à-dire que tu vois, hier matin, j'ai passé 2 heures avec un jeune stagiaire brillant qui vient d'arriver sur les réseaux de neurones et l'apprentissage sur les réseaux de neurones. Autant vous dire que, avant de rentrer dans la salle, je n'y connaissais rien. Et le mec m'a fait la pédagogie, mais du coup, moi, je viens impulser de la logique métier. En fait, j'essaie de comprendre ce qu'il me raconte. Et du coup, j'essaie de venir lui mettre du métier et de la réalité
d'ingénieurs ultra brillants. Et du coup, c'est là où se crée la valeur. Donc moi, je ne manage personne, mais j'interviens pour foutre le bordel à tous les étages. Donc... Et quand tu dis football, on est bien d'accord, en fait, c'est quoi? C'est les aider, en fait, c'est les aider à grandir. Ouais, c'est remettre en cause. En fait, remettre en cause. Pas remettre en cause, mais challenger, mettre en cause, venir bosser avec eux sur un truc et aller sur le terrain, chez les clients, chez tout le monde. Donc, c'est ça qui est encore plus du côté... Moi, mon job, c'est vraiment l'innovation et le service, donc encore plus du côté technique. Mais commercialement, toutes les premières ventes, c'est Pierre et moi qui les faisons. Quand on lance un nouveau truc, enfin mon associé, c'est nous qui allons vendre pour tester le marché. Parce qu'on ne peut pas demander à un mec de chez nous d'aller vendre un truc qui n'est pas encore développé. Moi, je suis capable de prendre les risques et de prendre les engagements avec un client en disant bah ouais, écoute, ouais, je lui dis ou pas, mais c'est pas tout à fait fait. Mais je peux prendre des risques et je me mets moins en risque. Mais je peux pas envoyer mes équipes au charbon sur un truc qui est pas fait. Donc on le fait nous. Et puis et ensuite, on passe le ballon à nos équipes qui elles sont bien meilleures que nous pour suivre un client et aller au bout du process commercial. Mais en tout cas, nous, on va tester le client. Moi, je fais de la rénovation à titre perso pour voir la problématique d'un client. Je fais de l'agent immobilier. Enfin, tu vois, je suis en train de passer ma carte d'agent immobilier pour me mettre à la place d'un agent immo et vraiment vivre l'expérience de l'intérieur. J'essaie de comprendre le monde de... Bah ouais, parce que tu peux pas développer un produit ou bien vendre un produit si tu t'es pas mis à la place du mec qui le fait, quoi. Et en fait, t'es obligé moi, en tout cas, c'est ma philosophie, je fais les choses... Et après, je vois où est-ce que c'est chiant. Tu vas vraiment chercher à comprendre le monde de ton client, quoi. Ouais, où est la pain du client. Et après, une fois que j'ai trouvé la pain, bah là, on regarde si on est capable de faire un truc qui a du sens. Et des fois, on ne sait pas le faire, et donc si on ne sait pas faire, on s'en... Et quand on ne sait pas faire, on fait un autre truc. C'est que nous, on a développé une grosse plateforme, et là, c'est un truc qui est très rigolo. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus en logique d'entreprise, on ne réfléchit plus qu'en logique d'écosystème. Donc en fait, on dit, OK, on a mis 6 millions d'euros dans une plateforme, et on la développe. Ça ne sert que à faire ce que je viens de vous montrer, EasyGlue là. C'est super en fait, hein, mais c'est beaucoup d'argent, c'est pas suffisamment utilisé. EasyGlue est pas suffisamment consommateur pour utiliser une telle plateforme. Donc aujourd'hui, on a fait un autre truc, c'est qu'on crée carrément un écosystème et on permet à des gens de venir créer leur propre entreprise en développant sur notre plateforme, sans avoir les connaissances technologiques. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple concret. Là, on bosse avec un bureau d'études. Donc le mec, il est bureau d'études, ingénieur thermique, il a des équipes d'ingénieurs, il est très fort en son métier d'ingénierie. Il dit ouais, moi je voudrais développer un outil qui fait ça, ça, ça. S'il se met à le faire, il va falloir qu'il apprenne un nouveau métier, devenir informaticien, designer, mettre beaucoup d'argent, etc. Bah là, on lui dit écoute, ton projet nous semble bien, on est prêt à t'accompagner et à investir avec toi. Amène toute ton expertise métier et on fait les développements pour toi et après c'est toi qui le vends. Donc les métiers, il est sur des métiers qui ne sont pas concurrents aux nôtres. Donc il va venir développer sur notre plateforme pour développer une nouvelle start-up. Et on est en train de faire ça. Et là, on a pris 2500 m² de bureau à Nantes dans cet esprit-là en disant, nous, on a besoin que de 600. Et tout le reste, on fait venir des gens qui sont proches de notre métier ou en tout cas avec qui on est potes pour bosser. Et on crée un environnement... dans lequel tout le monde va venir développer des services. Alors on a un intérêt humain parce qu'on va être avec des gens qu'on aime bien. Deux, plus on se voit à discuter au bar, au resto à côté, au machin, plus on progresse tous les uns aux autres. Et puis trois, j'ai un élément économique, c'est que j'ai des gens qui viennent développer sur ma plateforme, donc je gagne de l'argent, accessoirement. Forcément. Donc en gros, ce serait quand même du Intel qui vend à tous les ordi, en gros. Exactement. Ouais. Si on peut avoir que des gens, si tout le monde peut venir, s'il peut y avoir qu'une plateforme comme la nôtre, si on la vend pas aux autres, d'autres reconstruiront la même plateforme. Donc autant qu'on la vende aux autres. Donc on peut développer un produit ou un service ou une technologie, pour peut-être vous poser la question, en quoi ça peut bénéficier d'autres personnes, en quoi ils peuvent utiliser le temps, l'argent qu'on a investi pour qu'elles y bénéficient aussi. Ouais, du coup c'est trois modèles. Il y a ceux qui vendent des produits, il y a ceux qui vendent des services, et il y a ceux qui ont une logique de plateforme. Mais ça, là, on parle d'informatique, mais ça peut être de la logistique. J'ai besoin d'avoir un peu de logistique pour mon job. Est-ce que je crée moi-même ma plateforme? Est-ce que j'achète à quelqu'un? Est-ce que j'en fais une pour moi ou est-ce que j'en fais une que je mutualise avec d'autres? Et le temps de la mutualisation, aujourd'hui, tu le sens quand même de plus en plus, même dans les grands groupes qui ont beaucoup d'argent, ils préfèrent acheter et tester avec des gens qui ont déjà développé, donc mutualiser des choses, ouais,
que de redévelopper tout eux-mêmes, où ils savent qu'ils vont devoir passer par l'interne et qu'il va y avoir 3000 jours de développement pour faire un premier test. C'est ça. Et ça leur coûte une fortune, ça prend beaucoup de temps, alors que là, il n'y a plus beaucoup de temps. Quoi. Ouais. Ils doivent gagner du temps et de l'argent en plus, avec moins de risques. Aujourd'hui, tu vois, il y a 5 ans, les startups et les grands groupes, ça n'existait pas. Moi, je connais l'histoire, hein. Je l'ai vécu. 2007-2009, les startups, c'est faire des petites boîtes, ça servait à rien, ils savaient tout faire en interne. 2010-2012, on était concurrents. 2012-2014, ça a commencé à se dire, putain, mais est-ce qu'on est concurrents? Est-ce qu'on peut bosser avec eux ou pas? Depuis 2014, c'est tous les grands groupes doivent investir dans des startups. Ils ont tous monté leur fonds. Donc là, tu avais des appels entrants en disant, ah, voudrez vous voir parce qu'on veut investir dans des startups? Bah ouais, mais j'ai pas besoin d'argent, pourquoi tu m'appelles? Et là, aujourd'hui, actuellement, pendant que vous êtes là, il y a Porte de Versailles, 50 000 personnes, il y a 50 000 personnes, 5 000 startups, au moins 200 groupes qui sont réunis dans un truc qui s'appelle Vivatech, où les grands groupes viennent s'encanailler avec toutes les startups. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un grand groupe qui ne bosse pas avec une startup, il est nul. Donc maintenant, c'est l'inverse. C'est tout le monde doit bosser avec une startup. Mais ça se passe pas toujours bien. Mais ça, on va le voir après. Mais c'est un truc de malade. Ouais. En 10 ans, voilà comment nous, notre univers, il a changé. Et c'est pour ça qu'on est toujours obligé de s'adapter. Nous, on est comme la souris. C'est dans le traité des 5 roues, je crois, on parle de ça. Tu sais, c'est la souris et l'éléphant. Donc, les grands groupes, c'est les éléphants. Et quand tu es la souris, en fait, tu bouges pour voir comment l'éléphant va bouger, quel va être son nombre et comment il va se positionner. Donc là, aujourd'hui, on commence à rebosser avec eux. Leur première action, c'est de dire, ouais, mais attends, moi, si je bosse avec toi et que je viens développer mon service chez toi, je veux l'exclusivité. Bah, non. Non, mais ça, vous me l'avez déjà fait en 2010, donc on va pas la refaire. Donc, si je signe une exclusivité avec toi, en fait, si tu veux, tu m'achètes. Ouais. Est-ce que tu as les moyens? Oui, il a les moyens. Mais est-ce que tu en as envie tout de suite? Non. Bah, tu sais quoi, on bosse ensemble, je te laisse, si on commence à bosser ensemble, je te laisse 6 mois d'avance sur les trucs qu'on peut développer ensemble, mais je vais pas te donner d'exclusivité, quoi. Enfin, ça n'existe pas. Mais ça y est, ça bouge. Mais chez les vieux industriels, c'est encore, ouais, mais alors attends, je vais pas te racheter, par contre, est-ce que je peux rentrer au capital? Bah ouais, mais mec, au bout d'un moment, j'ai déjà plein de mecs dans mon capital, donc il va falloir que je reste actionnaire quand même. Et tout est comme ça. Et en fait, c'est tout le temps. C'est rigolo. C'est pour ça que l'agilité, le fait qu'on change tout le temps et tout. Ouais. L'agilité. On a changé 70 personnes en 2 ans. Tu vois, t'as intérêt d'être agile, et même pour les gens chez nous. En fait, c'est cool, ils commencent à faire des articles qui sortent là-dessus. C'est de dire, attends, venir bosser en start-up, c'est pas l'Eldorado, quoi. C'est pas plus c'est différent certainement d'autres types d'entreprises. Moi, j'ai fait les grands groupes avant, les trucs, mais c'est pas plus simple. Tu bosses pas moins. Et puis, c'est pas parce qu'il y a un baby-foot et que tu vas faire un baby-foot pendant un quart d'heure que la vie, elle est plus cool. C'est un état d'esprit. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué, pour répondre à ta question de tout à l'heure, excuse-moi, j'ai complètement fait une grande boucle. Mais effectivement, les gens qu'on cherche aujourd'hui, et là, on fait attention, c'est l'agilité. Parce qu'on a eu des gens très brillants, mais qui étaient habitués à fonctionner dans un cadre très cadré. Ouais. Et qui se sont pas épanouis chez nous. Alors que c'est pas une remise en cause des compétences de ces personnes. Les mecs sont très bons, mais c'est qu'ils fonctionnent pas avec l'environnement, ouais, c'est ça. Ils s'intégraient pas dans l'environnement. Et l'autre truc aujourd'hui, puisque je me suis fait polluer, parce que ça fait des années, tu vois, où quand tu commences à faire ces changements, t'as toujours t'as les early adopters dans ta boîte qui disent ok à fond, t'as le milieu, bon ok, et puis t'as ceux de la fin qui te faut toujours embarquer. Et j'ai passé une énergie de malade, mais vraiment de malade. Alors, parce que moi, ce que je raconte là maintenant, le produit il existe, donc les équipes comprennent, mais quand je racontais ça il y a 2 ans, ou 3 ans, celui-là, bon, il est encore complètement en train de triper celui-là. Et donc j'ai passé énormément de temps à mobiliser ces gens. Sauf que tu as aussi des gens derrière qui te font un travail de sape. Et maintenant, moi, il y a un truc qui est clair, c'est que je ne veux plus travailler avec des gens... Je parle pas d'opérateurs pas spécialement qualifiés, mais en tout cas des gens cadres, les mecs négatifs et qui mettent des bâtons dans les roues de manière sournoise, qui disent ouais mais de toute façon ça marchera pas. Voilà. Dehors. Donc, tu disais une chose intéressante que tu veux tuer. Tu veux tuer la négativité, quoi. C'est ça que tu disais. Ah ouais, clairement. Ouais. Moi je dis pas qu'on va réussir, clairement. Hein. Enfin, nous on change tout le temps, ça se trouve dans 6 mois, non pas dans 6 mois. On a un peu plus de visibilité que ça quand même, mais je sais pas, peut-être que dans 3 ans je dirais bah non, le projet il a pas marché, on l'a pas trouvé, etc. On s'est planté. Et ça, en fait, je n'ai aucun problème avec le fait, c'est un peu plus à la anglo-saxonne. De tester et... Ouais. J'ai aucun problème à dire
on l'a pas réussi parce qu'on a fait telle erreur, ou ça, on l'a pas fait assez vite, ou pas assez machin. Il y a tout un tas de raisons qui font qu'on peut se planter. Qui sont intrinsèques, ou enfin, Au moins t'apprends. ou Au exogènes. moins t'apprends, bah ouais. Au moins t'apprends. Mais en revanche, putain, ne pas gagner parce que t'as pas joué le coup à fond, c'est exactement comme en sport. En foot, si tu vas tacler et que tu vas en ayant peur et en te crispant, t'es sûr d'avoir mal. Si tu vas à fond, il y a de grandes chances, limite c'est l'autre qui va avoir mal, mais pas toi. Mais en tout cas, tu peux pas y aller en mode arrêté, quoi. Et si tu vas crisper avec la peur, ça marche pas. Si tu vas en mode négatif, ça marche pas. Et si toi tu vas au front, comme les chefs des guerriers mongols, parce qu'à l'époque c'est comme ça qu'ils faisaient, mais que derrière t'es parti en courant, mais que les mecs en fait ils sont tous balles arrêtés en disant ce qu'ils racontent, de toute façon ça marchera jamais, bah t'es sûr de te planter, quoi. Pour finaliser cette vidéo, j'ai un cadeau pour vous qui peut vraiment changer votre vie. Comme vous l'avez compris, 54% du succès de l'entreprise, c'est la qualité de votre recrutement. Et ce cadeau, c'est une checklist simplifiée mais puissante avec des questions spécifiques que vous voulez absolument poser lors de vos prochains recrutements. Donc soyez certain de cliquer dessus, allez télécharger cette checklist gratuitement dès maintenant.